sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Sahara marocain, la République du Ghana considère le plan marocain d'autonomie comme la seule base réaliste et durable pour une solution mutuellement acceptable à ce conflit régional. Un nouvel appui majeur à l'intégrité territoriale du royaume dont nous analyserons la portée politique à la lumière du déplacement du chef de la diplomatie ghanéen à Rabat. Eid al-Adha, une fête religieuse qui dope le secteur du transport routier. Un pic d'affluence est observé au niveau de la gare routière de Marrakech où des foules de voyageurs transitent pour retrouver les siens. Un rush digne d'un cœur de saison. Nous mettrons le cap sur Casablanca. La ville blanche se dévoile à l'occasion de ces journées du patrimoine. Du centre-ville au quartier des Habous, en passant par ses façades emblématiques, la métropole rend hommage à son riche passé art déco, témoin d'un héritage architectural qui se perpétue. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qui annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin accomplira demain, samedi 10 Dhul Hijja 1446 de l'Hégire, correspondant au 7 juin 2025, la prière de l'Eid al-Adha bénie à la mosquée Hassan II à Tétouan. La prière de l'Aïd sera diffusée en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 11h. Toujours à l'occasion de l'Aïd al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 1511 et se répartissent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 1305 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 72 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1229 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 206 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 71 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 6 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 115 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 12 personnes. Grâce sur la peine d'amende et le reliquat d'emprisonnement au profit de 2 personnes. En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce à des détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme qui ont obtenu l'approbation royale après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques et rejeté l'extrémisme et le terrorisme. Ils sont au nombre de 15 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine privative au profit de 10 détenus. Grâce sur le reliquat de la peine privative et de la peine d'amende au profit de 5 détenus. Remise de la peine privative au profit de 10 détenus. Nous enchaînons avec ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République de Zambie, M. Hakainde Hichilema, suite au décès de l'ancien président Edgar Chagwa Lungu. Le souverain dit avoir appris avec une profonde tristesse la nouvelle du décès de l'ancien président, se remémorant un grand homme d'État qui a contribué au progrès et au développement de son pays et a servi les intérêts suprêmes de sa nation. Le souverain dit hautement apprécier la forte contribution du défunt président pour consolider et enrichir les relations fraternelles entre le Royaume du Maroc et la République de Zambie, ajoutant que durant sa visite officielle en Zambie en février 2017, le président n'a ménagé aucun effort pour promouvoir la coopération constructive et fructueuse entre les deux nations.
Dossier du Sahara marocain et ce nouvel appui de taille exprimé par la République du Ghana à l'intégrité territoriale du royaume. Ce pays d'Afrique de l'Ouest considère le plan d'autonomie présenté par le Maroc comme la seule base réaliste et durable pour une solution mutuellement acceptable à la question du Sahara. Position exprimée dans le communiqué conjoint signé au terme de la réunion tenue hier à Rabat entre Nasser Bourita et son homologue ghanéen, M. Samuel Okudzeto Ablakwa. Sophia Fakrout pour les développements. Après une poignée de main énergique, les deux ministres des Affaires étrangères échangent une accolade chaleureuse. Un geste fort à l'image de relations diplomatiques qui se renforcent. Dans la foulée de la réunion, le Ghana fait part de sa position quant au plan d'autonomie présenté par le Maroc, le considérant comme la seule base réaliste et durable pour une solution mutuellement acceptable à la question du Sahara. Nous accueillons positivement la proposition d'autonomie présentée par le Royaume et nous sommes convaincus que c'est la seule base sérieuse et crédible pour une solution définitive et mutuellement acceptable. Cette position redynamise les relations bilatérales. Les deux responsables ont souligné la nécessité de relancer les mécanismes de coopération entre les deux pays, notamment la commission mixte, qui ne s'est pas réunie depuis 2015. Il a d'ailleurs été convenu de réunir prochainement cette commission. L'évolution positive de la position du Ghana par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc représente un avancement important en ce qui concerne les relations bilatérales entre les deux pays. Aujourd'hui encore, le Ghana a réitéré sa position dans le communiqué conjoint. Justement, dans ce communiqué conjoint publié à l'issue de cette rencontre, le chef de la diplomatie ghanéenne salue les initiatives royales et exprime son admiration pour le leadership et l'engagement fort de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique. Un soutien sans équivoque d'Accra à la première cause nationale que l'on décrypte en compagnie de l'éditorialiste et analyste politique Moustapha Tossa nous rejoint en direct depuis Paris. Bonsoir. Le Ghana soutient le plan marocain d'autonomie et le considère comme la seule base réaliste et durable pour une solution mutuellement acceptable à la question du Sahara. C'était un soutien attendu après la suspension par Accra des relations diplomatiques avec la pseudoraste le 7 janvier dernier. Oui, c'était attendu. Il était attendu que le Ghana puisse traduire sa suspension ou la suspension de ses relations avec la fantomatique RASD en une reconnaissance du plan de l'autonomie et de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Ce qui vient d'être fait juste après le Kenya, et ça nous donne une idée que l'Afrique anglophone est en train de basculer vers le Maroc, est en train d'apporter un soutien précieux, énorme à la démarche marocaine de convaincre la communauté internationale qu'il n'y a pas d'autre solution à la crise du Sahara marocain que sous souveraineté marocaine et à travers l'option de l'autonomie. Alors le Ghana, c'est très important parce que le Ghana, c'est un pays historique qui a toujours soutenu depuis, je crois, 1979 l'aventure séparatiste, et ce pays, par réalisme, parce qu'il est convaincu maintenant qu'il n'y a pas d'autre solution que le plan de l'autonomie, vient de rejoindre le camp de la raison, le camp du réalisme et le camp du pragmatisme qu'incarne la solution marocaine pour le Sahara marocain, surtout au niveau international. Quelle est justement la portée de cette position sur l'évolution du dossier du Sahara marocain quand on sait que le Ghana est un pays pivot en Afrique de l'Ouest et membre influent du Commonwealth et de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Alors, je ne sais pas s'il y a un hasard de calendrier politique et diplomatique, mais étant membre du Commonwealth, la Grande-Bretagne, qui est le leader icône de cette organisation gouvernementale qui contient à peu près 56 États anciennement colonisés par l'Empire britannique, que cette reconnaissance ghanéenne vient juste après la reconnaissance britannique. On peut imaginer que la reconnaissance britannique a eu un impact sur l'atmosphère
qui règne sur ces pays du Commonwealth et que maintenant, dorénavant, il va y avoir de plus en plus de pays de l'Afrique anglophone qui ont été à un moment donné séduits par les sirènes du séparatisme, maintenant vont rejoindre le camp marocain et soutenir le Maroc dans ses efforts de retrouver son unité territoriale. Donc c'est une performance diplomatique extrêmement importante et c'est le fruit de toutes ces visites diplomatiques que Sa Majesté le Roi a effectuées dans ces territoires africains depuis de longues années. Et le Maroc cueille aujourd'hui ces investissements diplomatiques et ces paris diplomatiques de Sa Majesté le Roi sur ces territoires africains. Parlons justement de ces performances diplomatiques sous la haute impulsion royale. Le dossier du Sahara marocain connaît une dynamique sans précédent. Tout récemment, le Royaume-Uni, vous venez de le mentionner, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a exprimé clairement son soutien au plan marocain d'autonomie. Quelle perspective pour le règlement définitif de la question du Sahara marocain à l'aune de cet élan de soutien international ? Oui, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, on est en train de vivre une accélération de l'histoire extrêmement remarquable. Ce genre, ces puissances, ces pays qui rejoignent le Maroc et qui soutiennent le Maroc, c'est quelque chose d'assez remarquable pour être souligné. Alors, ce à quoi on s'attend en réalité, c'est que toutes ces reconnaissances et tous ces appuis, tous ces soutiens puissent se faire traduire au niveau du droit international, au niveau de la légalité internationale, au niveau du corpus légal qui est incarné par les Nations Unies. Et on s'attend à ce que lors des prochaines réunions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, à ce que tous ces reconnaissances et soutiens pour l'option de l'autonomie puissent trouver une incarnation, une concrétisation dans les résolutions des Nations Unies, que les Nations Unies puissent officiellement dire que la seule solution, c'est l'option de l'autonomie et que ce Sahara n'a d'avenir que sous souveraineté marocaine. C'est ce à quoi il faut s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comme fruit et comme résultat de ces nombreuses reconnaissances de la marocanité du Sahara. Je vous remercie Mostafa Tossa, éditorialiste et analyste politique, pour ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Et cette dynamique politique et diplomatique ne tardera pas à injecter un sang neuf à la coopération économique maroco-ghanéenne. Coopération qui couvre également des domaines porteurs comme le transport ou encore la logistique. Les moyens de renforcer ce partenariat ont été au menu d'entretien aujourd'hui à Rabat entre le ministre du Transport et de la Logistique, Samad Rio, et le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa. Les deux parties ont affiché leur ambition de mutualiser les ressources, notamment en matière de connectivité aérienne, de transport maritime et de logistique. Le ministre ghanéen a en ce sens souligné la mise en place du mécanisme en ligne d'autorisation de voyage dans la perspective de supprimer l'obligation de visa entre le Maroc et le Ghana, relevant que cette mesure vise à stimuler le commerce, le tourisme et les échanges entre les deux peuples et les deux nations. C'est demain que nous célébrons l'Eid al-Adha. Et bien que cette année, les Marocains s'abstiennent d'accomplir le rite du sacrifice, répondant à l'appel royal qui invite à privilégier l'intérêt général dans un contexte de sécheresse prolongée qui a entraîné une baisse de 38% du cheptel national. La célébration de cette fête religieuse se passe dans une atmosphère familiale plutôt chaleureuse. Nombreux ceux qui s'impatientent à retrouver leurs siens, ce qui a entraîné un grand rush sur nos routes et autoroutes. Une affluence record est notamment observée au niveau des gares, littéralement prises d'assaut par des milliers de voyageurs. Exemple à Marrakech dans ce reportage de Somia Bliachi, Mohamed Hassan Mskour et Zakaria Moukilbila. L'affluence est bien palpable aux abords de la gare routière de Marrakech. À la veille de Eid al-Adha, beaucoup de voyageurs veulent retrouver famille et proches. Au niveau de la gare routière, ce rush habituel des périodes de fête est accompagné de nouvelles mesures. Objectif, répondre à la hausse des demandes sur certaines destinations. Nous nous préparons particulièrement à la période de l'Aïd. Nous avons enregistré une grande affluence à la veille de l'Aïd. Nous sommes parfaitement conscients de la pression qui pèse sur le trafic voyageur. Voilà pourquoi nous déployons des autocars supplémentaires pour être au rendez-vous.
Le renforcement de la sécurité est de rigueur. Les effectifs de police sont redoublés. Au guichet, le service est fluide. Seul bémol, l'augmentation des tarifs en cette période. L'augmentation des tarifs concerne uniquement les autocars appelés en renfort. Il y a un peu d'encombrement, mais c'est normal durant le grand rush. En tout cas, tout se passe bien. Tout est bien organisé. Nous n'avons pas eu de problème. Il est important de passer Eid al-Adha en famille. Pour un grand nombre de Marocains, cette fête est la seule occasion pour retrouver les siens. Malgré l'abstention d'accomplir le rite du sacrifice cette année, la célébration de Eid al-Adha revêt une symbolique particulière, compte tenu de la portée religieuse et sociale profonde de cette fête dans la société marocaine. Cette période connaît un trafic intense sur les routes. Un trafic intense qui en appelle à la vigilance. L'Agence nationale de la sécurité routière invite donc les usagers de la route à prendre les précautions de sécurité nécessaires. Respect du code de la route, visite mécanique du véhicule également, fair play, sans donc de mise pour une conduite sans danger. Et ce vendredi, plusieurs États islamiques célèbrent déjà Eid al-Adha. En ce jour béni, les fidèles en pèlerinage à la Mecque ont entamé dès l'aube le rituel de la lapidation des stèles au niveau du site de Mina, par le lancement des 7 cailloux de Jamrat al-Aqaba. Plus d'1 800 000 visiteurs des lieux saints de l'islam ont accompli cette dernière étape majeure du Hajj en toute fluidité. Et à Gaza, l'Eid al-Adha est célébré aujourd'hui au milieu des ruines, meurtries par 20 mois d'une guerre dévastatrice. Les Gazaouis commémorent la fête du sacrifice, une parenthèse préservée dans l'ombre des destructions et des violences qui persistent dans leur territoire. L'armée israélienne a lancé aujourd'hui un appel à évacuer pour les habitants de plusieurs quartiers de Razaville avant une attaque de roquettes annoncée. Sport football et ce duel maghrébin très attendu des supporters. Le Maroc défie ce soir la Tunisie en match amical. Les Lions de l'Atlas retrouveront à partir de 21h les Aigles de Carthage sur la pelouse du Grand Stade de Fès. Sous la houlette du coach Walid Regragui, le 11 national semble bien parti pour décrocher la victoire et ravir les supporters marocains. La dernière séance d'entraînement s'est passée dans d'excellentes conditions. Il a surtout permis au nouveau convoqué, le joueur de l'AS FAR, Amine Zouzou, de se familiariser avec le collectif national qui semble homogène et solide. Souhaitons bonne chance aux Lions de l'Atlas. Cap sur Casablanca, la ville blanche qui ne cesse de se revendiquer et de revendiquer son statut de capitale économique. Toutefois, cette grande métropole se plaît également à rappeler sa position de gardienne des traditions. Depuis près de 15 ans, la ville organise ses journées du patrimoine qui visent à tisser un lien plus solide entre les Casablancais et leur environnement architectural immédiat. Le thème choisi cette année pour cet événement, Art déco entre héritage et modernité. Reportage Mustapha Ouda, Mohamed Jabri et Dominique Orlando. Parler de Casablanca, c'est tout d'abord parler de frénésie, et elle est constante dans cette ville si grande, dont on sait qu'elle ne laisse jamais personne totalement indifférent. Nous avons sollicité une vingtaine d'artistes qui ont accepté de travailler autour de cette thématique, Art déco entre héritage et modernité. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont venues visiter, qui visitent cette édition, on se rend compte que tous les artistes ont joué le jeu. Qu'ils soient natifs du Grand Casablanca ou visiteurs nouveaux qui, au fil du temps, ont fini par l'adopter, voire l'adouber, la Cité Blanche inspire aujourd'hui grandement, ce qui permet des variations de points de vue quasiment illimitées. Je suis à Casablanca depuis 1 an et demi et je fais un projet qui s'appelle Les Fruits de Casablanca. Donc c'est un carnet de voyage à Casablanca. Et donc j'ai des œuvres ici qui ont été inspirées
par ma déambulation à Casablanca, dans les rues de Casablanca. Et donc, j'ai dessiné des taxis, là en l'occurrence. Et j'ai appelé ça Farts are like red taxis. Parce que j'ai entendu un moine tibétain dire « Les pensées, c'est comme les taxis. Tu décides de rentrer dans le taxi. Et c'est soit tu écoutes le taximan te raconter toutes ces histoires, tous ces problèmes, ou soit tu descends du taxi. Et donc, tu ne suis pas tes pensées. » Je dirais que c'est une représentation de la mer à Casa. Comme je l'ai dit tantôt, la liberté qui signifie beaucoup pour les jeunes subsahariens qui viennent et qui ont donné un nom pour la mer comme Bozafri, qui veut dire la voie de la liberté. Donc ça m'inspire beaucoup sur ce projet des patrimoines au Casa, de représenter la mer qui est très essentielle pour beaucoup de jeunes qui viennent se chercher ici ou ailleurs. Casablanca, l'insaisissable, semble aujourd'hui prête à exposer toute sa singularité de ville architecturale, de ville cosmopolite où tous les brassages sont permis. Contre toute attente, les artistes eux-mêmes ont fini par se résoudre, et qui l'eût cru, à la qualifier de muse. Et avant de refermer ce journal, coup d'œil sur les couleurs du ciel et cette hausse du mercure qui nous accompagnera en ce week-end de l'Aïd. Prévoyez un temps chaud à partir de demain samedi à Ouazzane, Garsif, Taza, Taounat et Khouribga, où le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 38 et 43 degrés. Une météo caniculaire également attendue à Frebn Salah, Stad, Qalat, Srarna, des provinces placées en vigilance orange. Pensez à vous hydrater et surtout rester à l'abri. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous sur Al-Oula.